On va commencer et les gens vont attraper le train en route. Merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 18 septembre 2050. Nous sommes à la plage parce qu'en fait en 2050, la rentrée n'existe pas. La rentrée n'existe pas, on ne rentre pas au boulot, on ne rentre pas à l'école. On est à la plage le 18 septembre 2050. Bienvenue. Bienvenue. On a invité, pour parler des trains vers la plage, on a invité des gens qui viennent directement de 2050. C'est des experts de renommée mondiale de plage, des plagistes, plagophiles, qu'on a invités pour discuter d'un sujet qui nous tient à cœur parce que qui dit voyage dit la plage. On tient toutes et tous à préserver nos plages. En 2050, elles sont bien préservées puisqu'en 2050, tout le monde va à la plage en train, à pied ou à vélo. Et on va discuter aujourd'hui des enjeux climatiques liés aux plages. On va discuter surtout avec des personnes qui œuvrent pour que nos plages soient préservées, qui ont fait des choix dans leur vie de voyager autrement pour préserver les plages aussi. On va vous donner plein d'idées aussi de destinations vers les plages. Donc je vais commencer par... Et je vais vous laisser en fait vous présenter chacun, c'est plus simple. Je pense qu'on peut commencer par Jean-François. Bonjour. Bonjour Jean-François. Jean-François qui a fondé le magazine Off Track dont le deuxième numéro que tu as avec toi, Jean-François, qu'on peut montrer aussi. Bien sûr. Voilà, Beach Culture, voilà. Dédié au rivage et à la plage. Mais j'aimerais bien que tu nous parles de ton magazine de manière générale. Pourquoi tu as créé ce magazine? Pourquoi le consacrer à la beach culture? Merci. Alors, un petit mot sur le magazine. Bonjour à tous déjà. Un petit mot sur le magazine. Nous, on est une revue semestrielle qui questionne nos voyages. On existe depuis un peu moins d'un an. On a sorti notre premier numéro qui s'appelait Voyager comme avant, qui est sorti en janvier dernier et qui questionnait le sens même du mot voyage, vu qu'on sortait de la pandémie mondiale qui avait un petit peu tout chamboulé. C'était une sorte d'état des lieux du tourisme. Est-ce qu'on continue à voyager comme avant du coup? Et le deuxième numéro, donc, c'est Beach Culture qui est sorti en juillet dernier et qui est, on s'est intéressé à la plage, on a poussé un peu le curseur encore plus loin sur les lieux symboliques du tourisme et on a exploré la plage un peu sous diverses dimensions, à la fois environnementales et sociétales. Alors on parle sur des sujets d'environnement, d'érosion côtière, de surtourisme sur les plages, des personnes qui nettoient les rivages, etc. Mais on a aussi des sujets plus sociétaux comme l'histoire du corps des femmes à la plage sous le prisme du maillot de bain, des cultures populaires de plage. Et qui dit culture populaire de plage dit peuple, et ça nous a tout de suite mené à l'accès aux plages par le train. Et c'est indissociable en fait le train de la plage car c'est depuis vraiment le tout début des premiers touristes qui sont arrivés sur la plage sont arrivés par le train. Donc tout de suite ça nous a mené au chemin de fer. Voilà. Merci. Oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui c'est normal, c'est quelque chose qui est dans les mœurs. En fait, on va à la plage en fait et on a cette chose d'aller à la plage, se poser en maillot de bain et de passer des heures à rien faire à la plage. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui se fait depuis toujours. Au Moyen-Âge, on ne faisait pas ça. Donc, quand tu dis que c'est relié au train, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Alors, à ce propos, on a fait un article qui s'appelle Terminus Station Balnéaire, qui a été réalisé par Clive Lemming, qui était là hier, en invité d'honneur du festival, qui est un expert du train, sans doute que vous le connaissez, et qui en fait a fait toute une historicité, une chronologie de l'accès aux plages par le train. Et donc ça va de 1840, 1841 où Thomas Cook, un homme d'affaires, a créé un train touristique de luxe vers les plages, aux classes plus aisées fin du 19e qui commencent à voyager le dimanche vers les plages. Alors il fait un tour d'horizon sur chaque pays, en France, en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, en Allemagne avec la mer Baltique.
Donc voilà, c'est classe aisée dès 1900 qui commence à voyager le dimanche et les compagnies ferroviaires qui se rendent compte qu'il y a une manne financière et qui commencent à investir sur ces lignes vers les plages. Donc on parle de Brighton en Angleterre, on parle de Deauville, Trouville en France, etc. En Baltique aussi. Et du coup jusqu'aux classes populaires des années 30 où justement les différentes classes vont se mélanger dans les wagons, parfois pas. Donc Clive explique ça très bien, ce mélange de population à la fois dans les wagons, dans les trains et sur les plages qui crée parfois des situations rigolotes. Et jusqu'aux années 50, 60 où il y a une apogée un peu de ces lignes-là vers les plages dans les années 50 et tout doucement ensuite ça décline suite à l'avènement de l'automobile à partir des années 60-70 où là c'est vraiment l'automobile qui va tout emporter et en fait l'imaginaire des plages va complètement changer. Jusqu'à cette période-là, l'imaginaire des plages, il avait été façonné par le train et il était plutôt lié, en tout cas en France, aux plages de Normandie, du Nord, etc. Et la starification un peu de la Méditerranée va venir à partir de ces années-là, 60-70, en tout cas dans les publicités, les magazines, etc. Parce que relié à la voiture, à la National 7, etc. Donc c'est super intéressant toute cette chronologie qui explique à quel point le train a façonné vraiment l'imaginaire de la plage et a fait même du voyage un produit parce que Clive l'explique très bien dans son article. Dès les années 1910-1920, on commence à avoir des affiches qui envahissent les halls de gare avec des affiches de plage, de rivage. On voit aussi les infrastructures touristiques, donc les casinos, les thermes marins, etc., de Biarritz, etc. Donc c'est tout cet imaginaire qui a été façonné par le train. Voilà. Donc c'est totalement imbriqué, la plage et le train. Merci Jean-François, ça me fait penser quand on parle de culture plage, moi je pense souvent à l'Italie. C'est certes mon pays d'origine, mais c'est vraiment un pays où moi j'ai cette image des petites plages bondées où les Italiens arrivent le matin à la plage, ils s'installent avec le parasol, avec la bouffe pour toute la journée, tout au frais, dans la borsa frigo, il y a tout à l'intérieur et on peut passer la journée. Et donc, je vais aller vers toi, Lucie, parce que Lucie, autrice de ce livre que tu portes avec toi, L'Italie en train, j'aimerais bien que tu nous présentes le livre, le contexte dans lequel tu l'as écrit, parce que là, pour le coup, on est en plein dans les imaginaires du train et de la plage. Oui, bien sûr. Déjà, bonjour tout le monde. Effectivement, en Italie, par sa particularité géographique, le train est amené à être le long du littoral la plupart du temps, puisque l'Italie, avec sa forme qui a l'Apennin, la chaîne des Apennins au milieu, fait que le meilleur endroit pour faire passer un train, c'est le long des côtes, que ce soit côté Adriatique ou côté de la mer Tyrrhène. Donc, moi, quand j'ai travaillé à ce livre, L'Italie en train, j'ai cherché à dessiner des itinéraires qui permettraient de voyager à travers l'Italie par le train, en allant au-delà de ce qu'on connaît déjà de l'Italie, puisque c'est un pays qui est assez présent dans nos imaginaires touristiques en France. On a tous une idée de à quoi peut ressembler Rome, Florence ou Venise, même si c'est une idée très vague, mais on ignore tout un tas de lieux qui sont pourtant intéressants. Et le train a servi, dans ce cas pour moi, de prétexte pour aller voir ces lieux-là, puisque la ligne existait. Quand j'ai habité en Italie pour la première fois, mon réflexe, c'était d'aller le week-end à la gare de Termini, la gare centrale, et de me dire, bon, ben, on va où voilà la carte du transport, voilà les trains qui sont disponibles. Et si on s'arrêtait dans cette petite ville au bord de la mer, je sais rien du tout de Anzio par exemple, mais on va aller voir, quoi. Et c'est comme ça que le train devient un prétexte pour dépasser le cadre d'un tourisme plus conventionnel et plus, on va dire, traditionnel aussi, et aller voir autre chose, se retrouver dans des endroits où les touristes vont moins, ou en tout cas les touristes français vont moins, parce que les Italiens, eux, connaissent mieux leur territoire, et Anzio est très fréquenté par les Italiens notamment. D'accord, donc dans ton livre, on peut trouver différents itinéraires, et notamment aussi pour des destinations, on va dire, un peu plus insolites pour nous ?
Oui, c'est ça. En fait, quand j'ai construit le contenu du livre, donc j'ai écrit un plan et j'ai voulu que ce plan comprenne 20 itinéraires. Finalement, j'ai réduit à 18 parce qu'en fait, je voulais un itinéraire par région italienne et il y a 20 régions en Italie, mais il y en a 2 qui sont toutes petites, le Molise et la Basilicata. Et donc, j'ai décidé de les mettre avec la région voisine pour faire 18 itinéraires en tout. Et ma réflexion a été de prendre la carte du réseau et de dire bon, voilà en Vénétie ce qu'on vient voir d'habitude, Venise par exemple, Vérone, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Où vont les trains et qu'est-ce que je peux inclure dans le livre qui va permettre à un voyageur de découvrir autre chose et surtout de se rendre compte qu'il n'a pas nécessairement besoin d'une voiture pour aller voir autre chose, parce que c'était aussi une idée reçue qu'il y avait sur le train et que moi j'avais et que beaucoup d'Italiens m'ont aussi donné. On ne peut pas faire grand-chose en train, il n'y a pas beaucoup d'endroits accessibles et finalement on peut accéder à des petits villages, à des petites plages, mais aussi à de la nature grâce au train. Et voilà, c'était ça qui a guidé ma réflexion pour construire les contenus du livre. Et donc c'est un livre, on va dire, guide de voyage. Est-ce qu'il y a des informations très pratiques? Est-ce qu'ici, les gens qui nous regardent, ils peuvent trouver justement des itinéraires, des fiches techniques pratiques de quel train Oui, en fait, l'idée, c'était d'avoir une écriture qui rappelle un petit peu celle d'un récit de voyage, pour que ce soit vivant et que ce soit des textes qui puissent vous porter vers des destinations, même si vous n'avez pas l'occasion de voyager sur le moment. Mais ça devait aussi être un support d'organisation à un voyage. Donc, on a voulu faire un mélange entre les deux. Donc, on a d'abord le récit où je raconte ce que on peut faire dans les lieux, mais c'est subjectif, c'est une possibilité. Il y a d'autres manières de visiter les lieux que je raconte. Mais par contre, à la fin, on va trouver une fiche avec toutes les infos pratiques où on va donner combien de temps il faut pour aller d'une gare à l'autre, combien ça coûte, et éventuellement, s'il y a plusieurs gares dans la ville, s'il faut faire attention à ne pas se tromper à quelque chose d'essentiel, on va donner ces informations-là. Donc ça doit être un support de voyage, mais aussi, et ça a plu, je pense, pendant les confinements, ça doit être un livre qu'on peut lire à la maison et avoir l'impression d'être parti. Super. Et d'ailleurs, ton livre, il fête ses 1 an aujourd'hui, je crois. Oui. Le 15 septembre. On peut l'applaudir. Bon anniversaire. Et d'ailleurs, si vous voulez, le livre est en vente à la librairie juste à côté. Et Lucie, tu es là pour dédicacer également. À 17h15, oui, si vous voulez venir vous faire dédicacer votre exemplaire, je serai juste à côté à la librairie. Super. Et je rappelle, du coup, par la même occasion, que le magazine Off Track est aussi avec nous aujourd'hui. Vous pouvez le trouver au stand Off Track. Ouais, au stand qui est juste là-bas, ouais, à 50 mètres. Et sinon, on peut l'acheter en ligne aussi. Oui, tout à fait, en ligne et en librairie, pour l'instant à Paris, un petit peu en province, mais sur notre site sinon. Tout à fait. Super, merci. Eh bien, je pense qu'après l'Italie et la plage, peut-être qu'on peut étendre à l'Europe. Victor, je te regarde parce que tu as fondé, tu as créé avec ta femme un site qui s'appelle Voyager en train. Je comprends que vous avez pris le rail et vous avez exploré l'Europe et les plages européennes en train. Et donc, parle-nous de ce site. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce site? Pourquoi faire ça? À quel moment tu as décidé de voyager en train Bon, bonjour à tous. Pour faire la petite histoire de voyager en train, j'ai co-créé avec ma femme. On est vraiment deux derrière ce site. Donc on va revenir d'abord en 2013 où avec ma femme on a toujours adoré partager des choses. On a toujours eu beaucoup de blogs depuis qu'on est au lycée, donc ça fait 15 ans qu'on écrit sur internet. Et en 2013 on a commencé à beaucoup voyager. On s'est dit on va créer un blog voyage pour montrer que c'est possible de voyager sans avoir forcément beaucoup de moyens. On va donner nos astuces, on va raconter nos voyages. Donc là on est en 2013. En 2016, ma femme tombe enceinte de notre première fille. Là, on nous dit les voyages, c'est fini. Enfin, vous avez un enfant, là, vous avez profité pendant 3 ans, là, c'est terminé les voyages. On s'est dit, non. Enfin, on va montrer justement qu'on peut voyager avec un bébé. Donc, on a voyagé avec un bébé, plus ou moins loin. En 2018, il y a notre deuxième fille qui est arrivée. Donc là, on nous a dit, avec 2 enfants, jamais vous allez pouvoir voyager. Donc, on a continué. Et en 2019, on a eu un nouveau challenge
on a eu une grosse prise de conscience écologique. Et on s'est dit que, entre autres, du coup, on a changé beaucoup de choses dans notre vie. Et on s'est dit, les voyages en avion, c'est terminé. Donc on a pas mal réfléchi sur qu'est-ce qu'on pouvait faire. On savait écrire, on savait raconter des histoires. On s'est dit, tiens, on va créer un site voyagerentrain.fr, vraiment un site dédié. Donc là, on est en janvier 2020. 2 mois après, on est confiné, donc c'était pas forcément la meilleure période. Mais ça nous a permis de voir les attentes de nos lecteurs et de préparer notamment un voyage en train à travers l'Europe qu'on a réalisé au printemps. Et on est parti du coup avec nos 2 filles qui ont maintenant 4 et 6 ans. On est parti le 10 avril au moment des vacances scolaires et on est revenu en août et on a vu... donc on a suivi un plan à peu près pour avoir 20-25 degrés pendant 4 mois. Donc c'était un été un peu éternel, c'était vraiment très bien. Et c'était très, très pratique, notamment pour les valises, pour pas avoir 36 pulls. Et là, on n'avait que des t-shirts et des shorts. Là, ça fait bizarre maintenant de remettre des pantalons. Et on a commencé comme ça par l'Andalousie, où on a pu aller à la plage, notamment à Malaga, à Cadix. Après, on a continué jusqu'au Portugal, en Algarve, où on a les magnifiques plages de l'Algarve qui étaient vraiment magnifiques. Donc, c'était plage tous les jours, visite. Donc, c'était assez relax. Et après, on est remonté jusqu'à Barcelone. On a fait Lagos, Barcelone. Donc là, c'était sur plusieurs jours de trajet. On s'est re-arrêté à Séville, où on a pu tester le premier parc d'attractions pour les filles. Elles étaient plus qu'à ravies. Et une fois à Barcelone, là on a triché un peu, on a pris un bateau parce que les trains pour rejoindre l'Italie depuis Barcelone c'était compliqué, il fallait reprendre tout le sud de la France et il y avait plein de trains différents. Et comme il n'y avait pas de train de nuit, ça faisait vraiment perdre beaucoup de temps et on ne voulait pas s'arrêter en France. Justement, on était parti en tour d'Europe, on ne voulait pas repasser par la France. Donc on a pris un bateau de nuit de Barcelone à Gênes avant d'arriver... à Gênes, on a repris un train pour les 5 terres, les Cinque Terre en italien. Et un endroit qu'on connaît bien, parce qu'on avait été avec un autre couple d'amis en 2014 et on voulait vraiment y retourner. Et pour montrer à nos filles cette ambiance italienne, des glaces et des pizzas, des pâtes, pour des enfants, c'est Noël un peu. Oui, d'ailleurs, les 5 terres, si vous ne connaissez pas, c'est 5 villages perchés sur des falaises au bord de la mer. Et en fait, c'est des endroits qui sont inaccessibles en voiture. Donc, vous pouvez y accéder en train et à pied. Et toute la journée, vous pouvez passer de l'une à l'autre aussi, visiter. Il y a des sentiers, c'est classé patrimoine mondial d'ailleurs. Oui. Et sinon, il y a un train qui longe. Et d'ailleurs, parfois, on peut prendre des trains du nord de l'Italie pour descendre dans le sud. Et on peut choisir entre la grande vitesse et la lente vitesse. Et il y a des trains, justement, des intercités qui passent par les 5 terres. Et c'est sublime. Donc même quand on ne s'y arrête pas, ça vaut le détour. Mais même déjà de passer en train, on passe de tunnel en village. C'est vraiment magnifique. Bon, malheureusement, il y a vraiment beaucoup de monde maintenant. Faut y aller dans des saisons... faut pas y aller en juillet-août, quoi. Du coup, si on veut pas... 18 septembre, c'est parfait. Voilà. Là, aujourd'hui, tout de suite, parfait. Et après, pour continuer notre petit itinéraire, on est parti dans les pays de l'Est en suivant le Danube. On a pris un train de nuit de l'Italie jusqu'à Vienne. Et après, on s'est baladé le long du Danube, à Linz, Vienne, Bratislava et Budapest, avant de remonter plus au nord, parce que là, on était au mois de juin, donc il commençait à faire chaud. On avait 35 degrés en Autriche. Il fallait migrer vers le nord. Et on a été en Écosse. C'était une destination où on voulait aller depuis très longtemps. Donc on est parti, on devait faire 2 trains de nuit, un Vienne-Bruxelles et après l'Eurostar et un Londres-Inverness avec le Caledonian Sleeper. On se faisait une joie de le prendre et on s'est pris la fameuse grève des cheminots au Royaume-Uni. Il n'y avait pas du tout de train de nuit de toute la semaine, donc on s'est retrouvé dans un bus de nuit, c'était l'enfer. Ma fille fait des terreurs nocturnes, elle fait une terreur nocturne dans le bus, c'était le plus mauvais moment du voyage. Et on est quand même arrivé à Inverness et après on s'est baladé 1 mois en Écosse. Et on a même été à la plage en Écosse parce qu'on s'est pris la canicule. C'était pas la canicule en France, on était content d'éviter les 40 degrés en Bretagne. Mais on a eu 31 degrés à Édimbourg, on a été à la plage à Édimbourg. C'était blindé de monde, c'était un record de chaleur, il n'avait jamais fait aussi chaud.
Et donc on était à la plage sur la mer du Nord. Là, c'était pas prévu, mais c'était très bien. Mais oui, parce que apparemment, moi j'ai appris ça récemment, parce que moi j'ai pensé à l'Écosse plutôt pour des randonnées, mais on m'a dit que les plages en Écosse sont Il y a des plages qui sont magnifiques. Bon, après, il fait pas souvent très très chaud normalement. Donc, peut-être qu'en 2050, on pourra aller à la plage en Écosse justement. Et après, on est rentré tranquillement par le sud de l'Angleterre et en prenant après un ferry jusqu'à notre Bretagne natale. Où notamment en Bretagne, il y a beaucoup de trains qui vont vers la mer. C'est comme un peu comme l'Italie. On est entouré par la mer, donc, et les trains longent tout le littoral. Il y a un train qui fait tout le tour. On peut aller de Rennes à Brest, et après de Brest à Quimper, de Quimper jusqu'à Vannes, et de Vannes à Rennes. Enfin, ça fait vraiment un petit tour. Et du coup, on a fait ce grand voyage et qu'on raconte progressivement sur Voyager en train. Parce que Voyager en train, c'est un mix entre un média et un blog. On parle pas c'est pas nous. En fait, on parle plus à la troisième personne. Il y a des témoignages d'itinéraires, que ce soit nous ou même d'autres personnes qui viennent témoigner de leur voyage. On donne beaucoup aussi d'astuces pour pour dire que non, le train c'est pas forcément cher. Si on est un petit peu organisé, si on comprend comment ça marche, on peut voyager pour pas cher. Et sinon, après des petites astuces, des petits tips ou des fois ou des promos. C'est important à avoir ce genre d'informations. C'est précieux pour voyager en train. Oui. Tous les tips, astuces. Et donc ce voyage, il est raconté dans le site internet, dans le blog Voyager en train. En partie. Et on l'a raconté jour par jour sur notre. En fait, on a un premier blog qui s'appelle etpourtanteltourne.fr. Où là, du coup, on a raconté, mais on a beaucoup d'articles. Comme on n'a pas écrit pendant 4 mois, comme on était en visite, on a beaucoup de retard, oui et non. On a de quoi écrire tout l'hiver, avec une dizaine, des dizaines d'articles à écrire. Super, merci beaucoup. Merci. Je retiens qu'on peut voyager en train avec des enfants, et que c'est même le meilleur moyen, peut-être. C'est ça. Oui, alors pour avoir testé les différents modes de transport, parce qu'on a voyagé en avion jusqu'en 2019, et on fait aussi de la voiture un petit peu, mais pour avoir testé ces 3 modes de transport, le train, mais avec les enfants, c'est juste génial. On arrive dans le train, nos filles ont bien vite compris, on prend le train à n'importe quelle heure, c'est quand est-ce qu'on mange. Première occasion. Donc on se retrouve souvent sur des carrés. Donc on est face à face, on peut regarder le paysage, on peut jouer, on peut manger, on peut discuter. Et après, ce qu'on fait, notre un peu petit rituel qu'on est dans un train, c'est on attend à peu près qu'on soit au milieu du trajet et on part visiter le train. Du coup, on part d'un côté jusqu'à la locomotive et on repart dans l'autre sens. Et les enfants sont juste ravis. En plus, là, on a pris plein de trains différents. Dans tous les trains, il y avait plein de petites spécificités. C'était vraiment génial. Super, merci beaucoup pour le témoignage. Et j'en profite parce qu'on parle justement des plages d'Écosse, des plages du Nord. Donc si vous n'aimez pas le modèle plage en Italie, bondés tous à côté les uns des autres avec les parasols et la bouffe, en fait il y a d'autres plages qui sont plutôt désertes, n'est-ce pas? Et les plages du Nord notamment. Donc on peut aller à la plage pour chercher autre chose que de la bronzette et de la trempette. C'est le cas d'Alexis. Alexis qui est photographe de grand espace et son travail est exposé juste ici à un dehors et d'ailleurs il y a des tirages qui sont en vente. Alexis, c'est pas la première fois parce que là tu présentes ta série Mon corps en hiver qui a été prise sur les plages de Norvège, aux îles Lofoten, c'est ça, où tu t'es rendu en train. Mais c'est pas la première fois que tu travailles en contact avec la plage, avec l'eau, avec la mer. Parce que ta série précédente, Insula, c'était le cas aussi. Est-ce que tu peux nous en parler de ton travail en fait, de manière générale? Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette... J'ai l'impression que tu fais des immersions dans la nature et que tu te mets aussi dans des conditions qui ne sont pas forcément agréables. Parce que là, tu es parti dans des conditions, tu vas le raconter, mais en Norvège qui était assez extrême. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, moi j'ai un peu tendance à me retrouver dans des situations pas forcément confortables. Déjà, mon cœur de travail se passe la nuit et en général l'hiver. Donc je travaille, je passe des nuits entières, en général sous la pleine lune, à travailler l'espace naturel que je choisis en intervenant avec mes sources lumineuses.
Et donc ça représente de longues nuits de travail, de créativité, dans des conditions qui sont assez particulières, mais c'est là où le corps humain est assez extraordinaire. C'est en tout cas chez moi, quand je suis dans mon processus créatif, je ressens une énergie qui est tellement forte que les conditions météo externes sont complètement se diminuent, je les ressens plus trop. Et dès que je sens que ma créativité baisse, c'est là où je vais commencer à sentir le froid, la fatigue, et que je sens qu'il est temps de rentrer. Et ce sentiment, il était très présent pendant ce voyage en Norvège. Parce que je suis parti, c'est ce que je raconte dans cette série qui s'appelle Mon cœur en hiver, c'est toute la désillusion de ce voyage. Quand on tape sur internet les îles Lofoten, qu'on regarde, on voit des images magnifiques sous un soleil incroyable et tout, et ça donne envie, ça fait rêver de très belles plages, au bord de falaises, de montagnes magnifiques qui ne sont pas forcément très hautes, qu'elles culminent à 1200 mètres, mais elles ont la particularité d'être très arpentues. Charpenté même, et du coup ça a créé une scénographie qui est assez incroyable. Donc j'étais très attiré par ça, et quand je suis arrivé, donc après 3 jours de voyage en train qui était merveilleux, et vous pouvez voir. Voilà. C'était d'ailleurs mon premier long voyage en train, donc ça représentait 4 trains pour arriver jusqu'au nord du cercle polaire, la dernière station étant Narvik. J'ai donc traversé toute l'Allemagne jusqu'à Hambourg. À Hambourg, il y avait une grande pause de 6 heures. Depuis, j'ai pris un train de nuit qui m'a emmené jusqu'à Stockholm. Et Stockholm, pareil, une pause à peu près de 6 heures. Et j'ai un autre train de nuit qui m'a emmené jusqu'au petit matin, donc à Narvik, en Norvège. Donc qui est à l'entrée des îles Lofoten. Et de là, j'ai loué un van pour... j'avais décidé de vivre dans le van, de dormir et de me déplacer dans le van. Et donc, ce que je pense c'était une très belle idée, mais la difficulté était que la météo est devenue très difficile. J'ai eu des conditions météo assez dures, et de jour en jour, je voyais mon état psychologique plonger, et je me voyais enfermé dans ce van, parce que dès que je faisais des essais de sortie, je me retrouvais complètement au milieu d'une grosse tempête de neige ou de pluie, parce que la température variait assez rapidement. Se retrouver trempé dans son van et sans avoir moyen vraiment d'avoir chaud, c'était dur. Donc le moral était assez intense. Et du coup, je me suis vu photographier depuis le van et à observer la météo changer, observer la nature, et espérer que des tableaux se présentent, et habituer mon regard à vraiment attraper des instants. Donc j'ai passé une semaine à attendre et à photographier des moments qui, sur le moment, je ne me rendais pas trop compte. J'avais une certitude qu'il fallait que je continue à faire des photos et que quelque chose allait en sortir. Et c'est simplement lors de mon retour une fois en France, derrière mon ordinateur, où j'ai commencé à avoir des photos qui sont venues dessiner vraiment le cœur de cette série, qui était vraiment ce qui allait axer toute la narration de ce voyage, qui était vraiment cette désillusion et cette descente psychologique qui était très difficile. Et il y a quelque chose, tu parles d'attente. Et il y a quelque chose, en plus tu travailles la nuit, il y a quelque chose dans le travail de photographe qui est du domaine de l'attente en fait. Parce que parfois pour avoir un cliché, on passe des heures, c'est ça ? Oui, je passe beaucoup de temps. Alors c'est vrai que c'est une autre attente, parce que là c'était une attente qu'un tableau se présente, alors que dans mon travail nocturne, je travaille sur des temps de pause longs qui durent entre 5 et 10 minutes. Et donc moi j'interviens avec mes sources lumineuses, mais il y a aussi beaucoup de temps d'attente que la photographie se fasse pendant ce temps de pause long. Et donc ça participe à ça. Donc là c'était une autre approche, et c'est vrai que par exemple dans cette photo, vous le verrez encore mieux sur les tirages, mais moi qui ai l'habitude de photographier de nuit, là j'ai fait un travail diurne, et malgré tout, du fait de cette météo très difficile, je me retrouve finalement dans un... Bonjour. 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 Pardon, je voulais pas vous interrompre, on m'a conduit presque de force. D'accord. Non, je voulais juste... donc Clément Beaune, ministre des Transports, je suis heureux d'intervenir. Désolé de vous interrompre, mais je rends le micro dans quelques instants.
comme ce sont les journées du patrimoine, je voulais qu'on en profite pour célébrer les modes de transport et tout un patrimoine, notamment ferroviaire. Et donc j'ai su qu'il y avait ce festival très divers que vous organisiez avec des débats, avec des stands, y compris de la SNCF, d'artistes, de jeunes qui montrent un simulateur, je crois aussi, et plein de choses. Donc je voulais surtout remercier Watts, tous les partenaires et tous les organisateurs pour cette belle idée. Et je crois que c'est assez impressionnant de voir qu'un dimanche après-midi, de nombreuses personnes, des familles viennent regarder notre patrimoine ferroviaire, tout ce qu'on peut faire aussi aujourd'hui vers l'avenir pour promouvoir le train, pour en faire un mode de transport évidemment écologique qui multiplie les expériences, que ce soit les slow breaks ou d'autres choses. Et puis je crois qu'aussi ce qui nous motive, c'est que c'est tout un imaginaire. Alors là j'ai une veste RATP, mais je soutiens aussi d'autres modes de transport ferroviaire, parce qu'il y a aussi la RATP à quelques mètres d'ici pour ceux qui sont encore motivés, qui expose son patrimoine magnifique, vieux bus, vieux métro. Donc en tout cas, voilà, je crois qu'on est dans une période où plus que jamais, les modes de transport propres, décarbonés, le train en particulier, après une belle histoire qui a marqué déjà nos esprits, que ce soit le TGV Orange, les souvenirs plus anciens qu'on voit dans les films, dans les bouquins, les trains de nuit qui refont aussi leur apparition et leur développement. On va reprendre un certain nombre de ces choses, ouvrir des trains de nuit européens encore l'année prochaine. On a ouvert le Paris-Vienne il y a une petite année. L'année prochaine, ce sera le Paris-Berlin. Et donc, je pense qu'avec des réouvertures ou des nouveaux projets, parce qu'il y a aussi plein d'innovations dans le monde ferroviaire, on va pouvoir développer encore cette culture artistique des transports propres, des transports d'avenir. Et donc, je ne serai pas plus long parce que j'ai surgi dans votre conférence, mais je voulais simplement saluer cette organisation, votre engagement et puis la participation de toutes celles et tous ceux qui consacrent un peu de temps et un peu de curiosité à notre belle histoire du train. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Pardon. Merci, avec plaisir. Merci. Super. Et bah, Alexis, on était sur cette histoire de lenteur et d'attente. Et moi, pour moi, ça fait écho au fait que tu as choisi le train pour y aller. Ouais. Donc, un avion, ça représente, je sais pas, 3 heures pour arriver. Ouais. Et un train, c'est Bah, ça a été 3 jours. Ouais. 3 jours. Et tu Ouais. as fait le retour aussi en train. Et j'ai fait le retour en train, Oui. évidemment. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens de ce trajet Qu'est-ce que tu retiens de ce trajet? Est-ce que c'était long? Est-ce que tu l'as trouvé long? Et est-ce que tu le référais? Ce que j'ai. Non, en fait, quand je suis arrivé à Narvik, j'ai dit, c'est déjà fini. Et j'étais vraiment surpris finalement, la rapidité. Je pense qu'à partir du moment où j'avais aménagé ce voyage en incluant vraiment ces 3 jours de train, de transport comme faisant partie intégrante du voyage, je le voyais plus comme un simple moyen de transport. Je mettais le pied dans mon séjour, dans mon voyage, dans le temps pour moi. Et c'est vrai que j'avais même imaginé faire beaucoup plus de choses dans le train, encore plus discuter, encore plus contempler, travailler même plus ou lire plus, enfin écrire. Il y avait j'avais vu plein de choses. Je me suis dit c'est génial, pendant 3 jours je vais faire plein de trucs. Et j'en ai fait, mais c'est vrai que j'avais toujours ces questions d'attente où j'avais mis encore plus d'attente, un peu comme ce voyage où j'avais mis beaucoup d'attente et ça a été toute une désillusion. Mais c'est vrai que au final, je pense que j'ai trouvé ça génial de prendre ce temps dans le train et que ça soit partie intégrante du voyage, quoi. Ouais. Oui, parce que farniente dans un train, c'est une activité à part entière. Ah ouais, ça marche très bien. C'est très bien. Ouais, Merci Alexis. merci. Je pense qu'on peut ouvrir les questions. Moi j'en ai sinon encore pour vous. Mais je vais venir passer le micro. Si vous avez des questions, je viens parmi vous. Il n'y a pas de questions idiotes, hein. Toutes les questions sont bienvenues. Absolument. Oui, j'arrive. Oui, je voudrais demander au dernier intervenant, vous avez parlé de 3 jours aller, 3 jours retour. Qu'est-ce que vous avez pensé du confort? Vous êtes jeune, donc vous pouvez vous accommoder d'un confort modeste, mais néanmoins, parce que 3 jours, c'est beaucoup de ce point de vue-là. Oui, c'est beaucoup et en même temps, non, c'est vrai que le confort, en tout cas à l'aller, m'a vraiment pas posé de problème, surtout que j'étais très chargé. J'avais beaucoup de matériel avec moi et à transporter, c'était pas forcément évident, mais ça allait. C'est vrai que le retour, j'ai pas réussi à avoir un des 2 trains couchettes en lit. Et après la semaine que je venais les 2 semaines que je venais de traverser,
de devoir dormir dans le premier train, non c'est dans le deuxième train de nuit ou sur un siège. Ouais, je suis pas ressorti indemne de cette nuit-là. Voilà, mais sinon dans l'ensemble ça s'est bien passé, mais c'est vrai que celle-ci, après ce que j'avais vécu, c'était difficile. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Merci questions? beaucoup. Bonjour, juste une petite curiosité sur, pour les artistes, le voyage, est-ce que c'est un peu la réponse à l'inspiration, à la recherche d'inspiration, et spécialement le train? Est-ce que ça, j'imagine que ça ajoute quelque chose en plus de faire un voyage en train que de faire un voyage en avion? Et beaucoup d'artistes, j'ai déjà entendu, redoutent le syndrome de la page blanche ou pas d'idées. Et tout d'un coup, est-ce que ça donne plein d'idées de prendre le train et de voyager, surtout en train, voilà, c'est ça. Bah, en tout cas, moi, ça a été une phase un peu une sorte de préparation, d'intégration, une façon aussi de me poser. Et après, bah, voilà, c'est le fait de prendre le temps dans le train. Ça m'a permis d'arriver beaucoup plus sereinement. J'ai pas eu un travail, un process particulièrement créatif en ce qui me concerne pendant ce train, mais c'était plus, on va dire, un travail de bien-être et de me poser pour arriver dans de bonnes conditions sur place. Voilà, pour moi, c'était plus ça mon expérience sur ce voyage-là. Oui, ça serait peut-être une préparation au voyage d'aller et une intégration au voyage retour, Oui, c'est ça? exactement, ouais. Vraiment, c'était ça. Ouais. Je peux ajouter le point de vue de l'écriture par rapport au voyage en train, parce que personnellement, je trouve que le fait d'être dans un train, c'est le meilleur moyen d'écrire que je connaisse. Et si les bibliothèques pouvaient être dans des trains, ça serait encore mieux pour moi, parce que je trouve que c'est une bulle de calme qui se crée et que malgré le fait que dans un train il peut y avoir du bruit, je trouve que c'est vraiment favorable à la concentration et au renouvellement de l'inspiration, puisque dès qu'on n'a pas trop d'idées, on regarde un paysage qui a changé entre-temps. Donc c'est pas pareil que de regarder par la fenêtre d'un bureau et c'est vraiment quelque chose qui oxygène l'esprit. Donc je trouve qu'il y a une grande source d'inspiration dans le train et je pense que le fait que beaucoup de littérature se passe dans des trains n'y est pas pour rien. Je confirme. Moi, j'arrive à écrire seulement dans les trains. C'est pour ça que je prends des trains longs. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de scientifique aussi là-dedans sur l'inspiration. C'est que, en fait, regarder un paysage en mouvement, regarder des images en mouvement, ça améliore les capacités cognitives. Donc, c'est quelque chose qui est prouvé. Donc, si vous voulez devenir des écrivains, prenez le train. En gros. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'ai une question. Ça serait, est-ce que vous avez ressenti, je pense peut-être à Victor et à Alexis, est-ce que pour vous, il y a des freins à l'accès à la plage en train ? Est-ce que vous voyez des freins, des obstacles encore aujourd'hui ? Moi, ce que je peux voir, c'est tout ce qui va être dernier kilomètre. Des fois, on arrive dans une gare, mais il reste 3-4 km à faire et qui sont difficilement accessibles. Donc, il n'y a pas forcément de location de vélo ou pas à prix abordable. Et après, il n'y a pas forcément les infrastructures. Enfin, j'ai grandi, par exemple, sur la presqu'île de Guérande. Et c'est assez dense en population, mais pour aller à Guérande, il faut s'arrêter à La Baule. Et après, on a 8 km. Il y a un bus de temps en temps. Il n'y a pas vraiment de piste cyclable. Enfin, ou alors on est en vélo, mais avec des voitures qui roulent à 80. C'est vrai que c'est. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, à développer. Enfin, sur ce sujet-là. Sur le multimodal, oui, sur ce dernier kilomètre. Oui. Hier, on avait nos amis de Tic Tac Trip, plateforme en ligne qui permet justement de pallier à ça, parce on met un point B et en fait on nous donne le train plus les autres moyens de transport qui nous permettent de faire le dernier kilomètre. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, le fait que parfois on arrive à une gare et puis on a besoin d'arriver encore à notre destination, donc effectivement. Mais c'est en cours. Et Alexis, je te regarde aussi parce qu'en tant que voyageur, faire des longs trajets, est-ce qu'il y a des difficultés dans les réservations ou, Oui, moi la bonne difficulté c'était ça, c'était l'organisation du voyage et synchroniser tous les trains pour arriver jusqu'au nord de la Norvège, à Narvik. Et ça a pris beaucoup de temps de trouver les bonnes solutions et que ça revienne évidemment pas trop cher, parce que c'est ça toute l'absurdité de la situation, c'est que
le train coûte cher par rapport à l'avion qui va prendre quelques heures. Donc c'est un vrai travail et c'est vrai que l'association Watt m'a aussi aidé dans cette organisation. Et malgré tout, ça restait quand même un peu complexe. Donc il y a vraiment, je pense, des solutions à créer pour faciliter ces grands déplacements. Voilà. Donc on va dire à nos amis d'Interrail de simplifier encore plus l'Interrail. Ouais. Okay. Merci. Et pour finir, moi je vous pose une question à tous les quatre. Si vous deviez suggérer une destination plage accessible en train, genre si on veut partir demain ou le week-end prochain, donc quelque chose de pas trop loin, qu'on peut faire en un week-end, qu'est-ce que vous pourriez donner comme idée? Moi j'ai une réponse, mais je voudrais tricher. Je peux? Parce qu'elle est beaucoup trop bien, cette plage, pour ne pas la citer. Mais en un week-end de Paris, ça va être compliqué. C'est la plage de Zambrone, en Calabre, qui est une plage donc assez loin de Paris, puisque pour arriver en Calabre, il faudrait aller jusqu'à Naples en train, il faudrait changer à Milan, peut-être éventuellement même à Rome. Puis prendre des trains intercity ou régionaux et arriver sur la Côte des Dieux. Et là, il y a plein de petites gares qui sont sur cette côte qui est magnifique. Et une en particulier qui s'appelle Zambrone, qui est au milieu de nulle part. Et quand on arrive dans cette gare, au lieu du guichet, il y a un glacier qui a pris la place du guichetier parce qu'on ne vend plus beaucoup de billets à Zambrone. Et si on passe sous les rails, on trouve un petit sentier qui descend sur une plage qui s'appelle Il Paradiso dei Sub, qui veut dire le paradis de la plongée. Et on arrive sur une plage qui est vraiment paradisiaque et au pied d'une sorte de falaise où on peut passer toute la journée dans l'eau. Donc ça vaut le coup d'y aller pour un peu plus qu'un week-end. Et voilà, je voulais donner cette réponse en trichant un peu sur la consigne. Merci. Moi du coup, sans tricher, en Bretagne on est bien servi en plage en train, mais si je devais en choisir une, ça serait d'aller jusqu'à Quiberon. On peut y aller de Paris à Auray. Et à Auray, on prend un petit train qui s'appelle le tire-bouchon. En fait, c'est un train qui permet d'éviter les bouchons pour entrer sur la presqu'île de Quiberon. Et quand on prend ce train, on a la mer des deux côtés. Quand on arrive sur la presqu'île, c'est vraiment magnifique. Et après, on arrive à Quiberon. Donc, il y a la plage à 5 minutes à pied. Ou alors, il y a même toute la côte sauvage. On peut se balader à pied. Et puis, il y a plein de petites criques pour juste tremper les pieds, parce que le baignade est interdite sur la côte sauvage. Mais c'est vraiment magnifique. Et en un week-end, ça se fait largement depuis Paris. Et en plus, il y a les Ouigo qui arrivent Paris-Quimper à partir de décembre. Donc jusqu'à Auray, c'est 16 €. Super, merci. J'espère que vous notez tout. Jean-François? Moi, je vais tricher un petit peu aussi. Mais un petit peu. Mais je vais rendre hommage du coup à l'imaginaire des plages du début du XXe siècle, on va dire, en allant vers le nord à 800, donc sur la côte d'Opale. Mais il faut arriver à Boulogne-sur-Mer et finir en bus. Mais c'est vraiment pas loin. Donc je triche sur le dernier kilomètre, ce que tu disais tout à l'heure. On accepte. Mais voilà, c'est la côte d'Opale, c'est magnifique. Et là, pour le coup, sur un week-end, ça passe. Nickel. Et je crois que c'est Gare du Nord, hein, donc du coup. Gare du Nord. Pour y aller, voilà. On va vérifier. Ça doit être 2h30, 3h, pas plus. Ça va, ça se fait clairement sur un week-end. Tricher, il y a un petit peu de bus. Et juste pour rajouter, la Bretagne, c'est Paris-Montparnasse, c'est Paris-Rennes, c'est 1h30, et après il y a encore 1h30 pour aller à Auray, quoi. Donc c'est très rapide. Ça se fait en un week-end, tout à fait. Merci. Oui, moi je suis embêté parce qu'il y a une plage que j'aimerais citer, mais il n'y a pas de train qui y va. Non, tu peux pas. Mais donc je peux pas. Et j'ai juste en fait, je crois que ça va être Marseille, tout simplement. Et les Calanques, pour la grandeur du paysage des Calanques, que je trouve vraiment magnifique, qui me touche à chaque fois. Et voilà, je crois que je suis aussi très attiré par ces grandes falaises blanches qui reflètent le soleil. Et voilà, la mer cristalline, c'est vraiment magnifique. C'est très connu, mais voilà. Oui, j'avoue, c'est très facile d'accès. Après, il y a juste un bus le bus qui nous emmène et une belle randonnée. Et voilà, et c'est efficace. Oui, Marseille de Paris, c'est 3 heures de train. Ouais. Puis il y a des calanques accessibles en train également, d'ailleurs. Donc,
Voilà. Ok, et ben merci. Je rappelle qu'il y a la dédicace du livre de Lucie maintenant, dans 1 minute, à la librairie, c'est ça Lucie? Oui, c'est ça, exactement. Donc, je vous attends juste à côté. Et que vous trouverez le magazine Off Track juste là, dans la halle, au stand, et que vous trouverez les tirages d'Alexis du voyage Mon corps en hiver, juste ici, derrière, et son exposition de photos. Je vous remercie. Je précise Oui. que dans le off-track, il y a aussi les carnets de voyage de Once Upon a Train. Ah oui, Donc voilà, il y a l'histoire du train, de l'accès aux plages, mais il y a aussi des carnets de voyage pour montrer qu'aujourd'hui on peut aller à la plage en train. oui, Et il y a donc, aussi 4 l'Odyssée. carnets, dont celui d'Alexis Ouais. Oui. et celui de Samuela, qui est assez incroyable. C'est costaud, ça se fait pas en un week-end. Voilà. C'est une odyssée entre 3 mers que j'ai fait cet été. J'ai décidé que je voulais toucher, mettre mes pieds dans la mer Méditerranéenne, dans la mer Noire et dans la mer Caspienne. Et j'ai fait tout ça en train, et du coup je suis partie jusqu'en Géorgie en train et retour. C'est quelque chose d'inoubliable. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me voir. Le carnet, l'itinéraire, il est dans le magazine, effectivement, mais moi, je suis ravie aussi de vous donner des infos sur ce voyage. Je vous remercie. On a un quart d'heure de pause et après, on enchaîne sur une grande aventure, c'est ça? Après, on enchaîne sur une aventure en train, une belle odyssée aussi. Wiebe Wacker vient nous parler de son aventure entre Amsterdam et Dubaï, entièrement en train. Et c'est dans 15 minutes ici. Je vous retrouve donc dans 15 minutes ici. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.